Bonsoir, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Euh, alors, dans la présentation, il a été dit que j'allais apporter des réponses. Je pars du principe que, en fait, les réponses, c'est quelque chose qui aide à dormir, et que le plus important, c'est les questions, parce que c'est ça qui aide à vivre. Si vous regardez votre cœur, il bat, il est sous tension, on est en tension en permanence. On a l'illusion, vous êtes assis, vous ne bougez pas, j'ai l'impression que vous êtes inerte. En réalité, non, il y a toute une activité intérieure. Votre cerveau se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Vous êtes en train de bouger dans tous les sens. Et la tension, c'est normal. Et donc, les réponses, c'est une façon d'éteindre les tensions. Et donc, pour ceux qui veulent vraiment des réponses, je pense que la porte est... euh, donc voilà. Et alors, il y a un autre truc que je voudrais vous dire, c'est que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis différent le jour de la nuit. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il se passe quelque chose quand la nuit tombe. Alors après, j'ai mis des mots là-dessus, mais je suis différent. D'ailleurs, par exemple, quand je suis malade, selon les maladies, il y a des maladies qui fonctionnent le jour et la nuit, je ne l'ai plus, et inversement. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Des moments où je respire. Je ne sais pas pourquoi. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment fascinant. C'est que et pour moi, la nuit, c'est en tout cas un moment où toutes les limites qui nous entourent s'effacent et où tout devient possible. Et donc explorer l'univers, c'est plonger dans le monde de la nuit où tout est possible. Et ça, c'est extraordinaire. Des fois, on nous dit, mais vous, les astronomes, j'aime pas trop vous écouter parce que moi, je trouve que le ciel, il est beau comme ça. Il y a une poésie, il y a une beauté. Vos explications, ça dénature tout ça, vous les décortiquez. J'ai peur de perdre la poésie du monde. En fait, rassurez-vous, nous, on est encore plus impressionnés par les mystères de l'univers à mesure qu'on plonge dedans. Il m'est arrivé une expérience extraordinaire il y a quelques jours. J'étais en Normandie et dans une boutique de chocolat. Ce n'était pas pour moi, je ne peux pas me permettre. C'était pour offrir. Et je ne peux pas m'empêcher d'entendre la tenancière de la boutique qui parle à un client. Elle était en train d'essayer de lui vendre une bouteille de Calvados assez âgée, etc. Donc elle se dit, il faut sympathiser, etc. Et là, elle dit une phrase qui est pour moi la phrase, je pense, qui est une des phrases qui m'ont le plus troublé dans toute mon existence. Elle lui dit, oui, en ce moment, vous avez vu, c'est complètement dingue, tout ce qui se passe, etc. Il pleut même la nuit maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était pour moi. Je me suis dit, j'ai pas eu besoin de surfer sur Internet, j'ai pas eu besoin de regarder les réseaux sociaux, j'ai eu gratuitement, comme ça, d'un coup, la phrase la plus stupide qu'on puisse imaginer. C'était extraordinaire, c'était un don, j'ai failli payer, je me suis dit, je ne prends pas la bouteille, je paye. Et donc, j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai immédiatement noté, parce que j'avais peur d'oublier, et j'ai vu qu'elle me regardait. Et pendant un moment, on était là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle pense ? Est-ce qu'elle a compris qu'elle venait de dire la phrase ultime ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Et je pense qu'elle a compris, elle a saisi qu'il se passait quelque chose là. Et j'ai failli lui dire merci, je ne pourrai jamais vous remercier, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Donc, cette phrase, c'est extra. Et je me suis dit après, mais finalement, mais pourquoi la nuit est si fascinante ? Pourquoi il ne pleuvrait pas la nuit ? Et en fait, la nuit, c'est vraiment un moment différent. Et par exemple, on sait qu'il va se lever, que le soleil va se lever le lendemain. Donc on a déjà ce truc-là qui est de se dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, il va y avoir un moment où le soleil se lève. Mais imaginez qu'il y ait eu un moment dans l'histoire de l'univers qui est la première fois où le soleil se lève. C'est-à-dire que c'est le premier lever d'une étoile de toute l'histoire de l'univers. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Est-ce que ça change tout ? Chaque matin, quand je me lève, j'ai l'impression que tout est possible. C'est un peu comme quand on élit un président. Les gens, chaque fois qu'ils élisent un président, ils se disent, ça y est, lui, il va faire ça, ça et ça. Puis le lendemain, ils se disent, il est nul. Mais le président, lui, il dit, il faut que je leur dise que je vais faire ça, ça et ça. Mais ils sont cons. Parce qu'ils croient que je vais le faire. Et ça, il ne peut pas le faire. Donc, mais chaque matin, chaque nouveau président, on y croit, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la première étoile, le premier moment ? Qu'est-ce que ça a changé dans l'histoire de l'univers ? Et c'est ce qu'on appelle l'aube de l'univers. Donc c'est de ça que je vais essayer de vous parler aujourd'hui, parce qu'on a des nouvelles données sur l'aube de l'univers. Et quelque part, en ayant plongé aux confins de l'univers,
on s'aperçoit d'une plus grande proximité entre l'univers et nous, et notre monde. Alors bien entendu, c'est toujours une vision qui vient de nous, donc on imprègne un peu notre vision de l'univers, mais c'est ça que je vais essayer de vous décrire. Et cette idée que la nuit porte un message profond, Edgar Poe en 1848 l'avait déjà imaginé quand il a compris que s'il y a des zones entre les étoiles où il n'y a pas de lumière, c'est donc que l'étoile qui se trouve là, où il n'y a pas de lumière, sa lumière n'a pas eu le temps de nous arriver. Puisqu'il y a nécessairement une étoile là, puisque l'univers est quand même assez grand, il y a des étoiles un peu partout. Si je ne la vois pas, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de nous arriver. Et si elle n'a pas eu le temps de nous arriver, ça veut dire que la lumière, elle s'est allumée à un moment donné, elle n'a pas eu le temps. Parce que si elle était là de tout temps, si elle avait éternellement été là, bah, elle a le temps d'arriver, parce que l'éternité, c'est quand même assez long. Donc elle a le temps d'arriver. Et donc ça veut dire qu'elle n'est pas là depuis éternellement. Donc, qu'il y a un premier matin du monde. Et ça, c'est complètement dingue. Et quand Edgar Poe imaginait ça, ce qui est l'explication de l'origine de la nuit noire, il a eu une intuition géniale. C'était son dernier livre qu'il a écrit, qui s'appelle Eureka, ou Essai sur un univers matériel et spirituel, en 1848. Il est mort quelques mois plus tard, après être allé dans ce café, j'y étais la semaine dernière, c'est pour ça que je vous montre l'image, c'est dans ce café-là qu'est allé Edgar Poe, complètement paumé, on ne savait pas ce qu'il avait. Il était avec des vêtements pauvres. Il a fini à l'hôpital, il a repris un peu conscience, puis bon, finalement, il a fini par décéder. J'étais traumatisé par cette idée qu'un auteur pareil, finalement, a été complètement oublié de tous. Il est tombé dans la nuit. Et ce qui est d'autant plus troublant pour moi, c'est que j'étais là-bas, pourquoi ? Parce qu'il y a le centre de contrôle du télescope spatial James Webb qui est en train d'explorer la nuit de l'univers pour essayer de remonter à ce qu'a imaginé Edgar Poe, qui est la naissance de la première étoile. Et ça, c'est le centre où, en ce moment, on reçoit les données du satellite, et on était dans une réunion pour discuter du successeur de ce satellite que la NASA prépare pour aller explorer s'il y a de la vie sur d'autres planètes. On est déjà dans cette perspective-là. Alors, moi, je sais qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans demander à ChatGPT. Et donc, j'ai posé la question à ChatGPT, doit-on dire la limite ou les limites des connaissances ou de l'univers ? Et là, ce qu'il m'a dit, il ne savait pas que ça s'adressait à moi, mais il a dit, on peut dire la limite des connaissances lorsqu'on se réfère à un seul point où les connaissances s'arrêtent, mais les limites des connaissances, alors on en parle dans un contexte où il y a différentes sphères de connaissances. Et alors justement, il y a différentes sphères qui définissent les limites de la connaissance que nous avons sur l'univers et que nous tentons d'explorer par différents moyens. Des moyens théoriques, des moyens expérimentaux, des moyens observationnels, que ce soit avec la lumière, que ce soit avec les neutrinos, que ce soit avec les ondes gravitationnelles, que ce soit aussi explorer le présent versus le passé, explorer le visible versus l'invisible, et ça crée autant de limites qu'on doit franchir les unes après les autres pour essayer de comprendre un peu mieux quelle est la nature de l'univers et finalement quelle est la nature de nos origines. La première limite dont on parle beaucoup, c'est celle du Big Bang. Alors pourquoi c'est une limite théorique ? Vous avez tous entendu parler du Big Bang qui s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années. Et j'imagine que dans votre esprit, depuis le temps qu'on parle du Big Bang, on doit avoir une théorie du Big Bang. Et en réalité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de théorie du Big Bang. Donc le mot théorie du Big Bang n'a pas de sens, parce qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est la frontière, la limite au-delà de laquelle nos connaissances ne peuvent même pas commencer à s'appliquer. Il y a plein d'endroits où on a des questions, nos connaissances ne sont pas absolues sur tout le reste, mais on peut aborder les autres régions de l'univers. Je sous-entends ici par limite le fait que lorsque je vais loin de la Terre, la lumière met du temps à nous arriver et donc je vais loin dans le passé. Donc si je parle d'une limite par rapport à moi, je parle d'une limite dans l'espace qui va représenter une limite dans le temps. Et donc, il y a 13,86 milliards d'années, il y a un mur infranchissable qu'on ne peut même pas franchir par la pensée. Je ne parle pas simplement par l'observation, c'est que nos théories ne nous permettent pas d'imaginer ce qu'il y a au-delà de cette limite. Donc ça, c'est une première limite qui définit une sphère qu'on peut appeler la sphère de la connaissance. Aujourd'hui, à partir du Big Bang et au-delà, par rapport à nous, c'est le domaine de l'ignorance totale.
Le temps lui-même n'est pas définissable, l'espace n'est pas définissable, la matière n'est pas définissable, l'énergie n'est pas définissable. L'infiniment grand et l'infiniment petit ne font qu'un et ils n'aiment pas se parler l'un à l'autre. Ces deux frères ennemis, on n'a pas réussi à les réconcilier. Et tant qu'on n'arrivera pas à les réconcilier, on se dit qu'on n'arrivera pas à franchir cette limite. Donc ça, c'est une première limite. Ensuite, il y a la limite expérimentale. Un peu après le Big Bang, l'énergie de l'univers était très grande parce qu'il était très chaud, très concentré. Et donc, on fait un accélérateur de particules de 27 km de circonférence, on projette des particules dedans, on les fait se collisionner, et on atteint des énergies énormes pour reproduire les conditions initiales du moment où va émerger la masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai de la masse, c'est pour deux raisons. Un, je bouffe trop. Et deux, à cause de Higgs. Dans la théorie, les particules n'ont pas de masse. Alors, parce que dans la formulation mathématique de la théorie, ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, les particules n'ont pas de masse. Alors on a compris que si elles ont une masse, c'est parce qu'il existe on a inventé quelque chose. Le terme mathématique s'appelle un champ scalaire, et au moment où ça a été imaginé, ça n'existait pas. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la Terre attire une pomme vers le centre, donc ça tire vers le centre. Ça n'existe pas quelque chose qui agit sur une pomme, mais sans direction. Et c'est ça qu'on appelle un champ scalaire, si on le différencie d'un champ vectoriel, parce que le vecteur, c'est ce qui définit une direction. Et quand on a imaginé ça, quand des scientifiques, Englert, Braut et Higgs ont imaginé ça, c'était comme imaginer qu'il y avait dans l'univers de la neige. Il y a de la neige, et quand vous marchez dans la neige, vous avez du mal à vous déplacer, c'est comme si vous aviez de la masse. C'est la théorie actuelle pour expliquer que les particules ont une masse et que moi, j'ai de la masse. Et vous aussi. Et il y a un moment donné où ce truc-là s'est enclenché. Il y a un moment donné où avant, on était léger comme une plume, et le lendemain, on s'est retrouvé à marcher dans une nasse qui est un champ scalaire. Ce moment-là, on l'a imaginé, on l'a écrit mathématiquement, et 50 ans plus tard, on l'a trouvé. Au moment de la collision des particules, on a prédit qu'il devrait émerger quelque chose, et on l'a vu émerger. C'est ce fameux boson de Higgs. Je ne suis pas en train de donner une explication très fine et précise et scientifique de ce que c'est que le boson de Higgs, qui est un phénomène très complexe, mais on a fait une expérience qui nous permet de remonter aux conditions de l'univers un peu après le Big Bang et qui est à l'origine des masses. Donc ça, c'est une expérience. On ne sait pas faire expérience au-delà, mais on est quand même allé très loin par une expérience. Ensuite, il y a la limite de l'univers qu'on peut observer, c'est-à-dire la limite au-delà de laquelle on ne peut pas recevoir de lumière. C'est le fait qu'au tout début de l'histoire de l'univers, il était tellement dense, tellement concentré, que si je veux regarder ce qu'il y a derrière cet écran-là, parce que derrière, il y a une pièce, il y a quelqu'un qui est en train de parler à quelqu'un d'autre et qui lui dit un truc, je ne peux pas, parce qu'il y a un mur. Eh bien, ce mur, ça vient du fait que la matière est très concentrée, la lumière ne passe pas. Eh bien, quand l'univers était très concentré il y a très longtemps, la lumière ne passait pas. Alors, elle chauffait la matière, bien entendu, c'était très chaud parce qu'elle ne pouvait pas passer. Et cette limite-là, ce mur-là, au-delà duquel on ne peut pas regarder, c'est cette sphère qui nous entoure, qu'on appelle le fond diffus cosmologique, et c'est une autre des limites de ce que l'on peut voir de l'univers, et qui correspond à une époque qui est 380 000 ans après le Big Bang. Donc là, on a trois types de limites de la connaissance de l'univers, une limite de la théorie, une limite de l'expérience, une limite de l'observation. Quatrième théorie. Si j'avais le pouvoir d'éteindre toutes les étoiles en un claquement de doigts, je ne vais pas le faire, mais si je le faisais, si j'avais le pouvoir, eh bien, il faudrait attendre 8 minutes et 17 secondes pour voir le Soleil s'éteindre. Il faudrait attendre 4 ans et 90 jours pour voir la plus proche étoile de nous, Proxima du Centaure, s'éteindre. Une poignée d'autres étoiles vont s'éteindre pendant le cours de mon existence, et la quasi-totalité la totalité du reste va s'éteindre après mon décès. Ça veut dire que si toutes les étoiles, si j'éteignais toutes les étoiles en un claquement de doigts là maintenant, on ne le saura jamais de notre vivant. Dit autrement, si toutes les étoiles de l'univers étaient éteintes, maintenant, là, on ne le saurait pas. En dehors de quelques étoiles proches qui sont plus ou moins celles
autour desquels on est en train d'explorer les planètes qui tournent autour, qu'on appelle les exoplanètes, dont on analyse l'atmosphère pour voir s'il y a éventuellement des possibilités de vie dans ces autres planètes. Ça définit la limite, la sphère du temps présent. Il existe une sphère du temps présent, au-delà de laquelle tout ce que vous voyez de l'univers, c'est le passé. Il y a un présent qu'on peut voir. Effectivement, le Soleil, c'est tel qu'il était à 8 minutes, mais bon, en 8 minutes, le Soleil ne change pas trop, donc on peut dire que c'est le présent. Proxima du Centaure, en 4 ans, c'est une étoile, elle ne change pas trop, donc c'est le présent. Et donc voilà, tant que vous êtes sur quelques années comme ça, c'est le présent. Mais au-delà, c'est le passé. Donc en fait, il y a une autre limite temporelle qui définit la limite du présent. Alors, maintenant, si on prend ce qui s'est passé entre le Big Bang et aujourd'hui, on va retrouver ces limites. D'abord, le Big Bang, on peut considérer que c'est un peu le stade fœtal de l'univers. C'était un fœtus qui n'avait comme connaissance du monde extérieur que les sons qui lui parvenaient. On sait maintenant qu'un bébé, quand il est un fœtus, il est sensible aux sons. Il faut lui mettre du Bob Marley, j'adore Bob Marley. Et donc, il ne faut pas aller écouter la musique techno pendant que vous avez le bébé. Après. Et donc, lui, là, il est connecté par le son. L'univers des 380 000 premières années, c'est un univers qui baigne dans un son. Il est tellement dense, il n'est pas possible d'aller voir dedans parce qu'il est au-delà d'un mur infranchissable, mais comme il est dense, il y a du son. Il y a des ondes sonores, il y a une sorte de musique primordiale. Ce son-là, qui règne dans l'univers, eh bien, il y a des endroits qui sont un peu plus denses, des endroits qui sont un peu moins denses, du fait de cette sonorité qui se déplace. Et ce sont ces sons-là qui vont définir les petites zones rouges et bleues ici, qui font la différence de l'univers, qui vont commencer à engendrer une hétérogénéité dans l'univers. L'hétérogénéité dans l'univers, qui va faire qu'il y a une étoile ici et pas là, vient d'une musique primordiale, vient du son. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, le 380 000 ans après le Big Bang, arrive la naissance du premier atome. Et donc là, il y a une autre sphère, une limite au-delà de laquelle, si vous allez au-delà, il n'y a pas d'atome. Et si vous allez à l'intérieur de cette sphère, il y a des atomes. Donc si vous pouviez voyager dans le temps, si vous regardez l'univers jusqu'à une certaine limite dans le temps, puisqu'on n'est plus dans la sphère du présent, on est dans la sphère du passé, vous allez voir les atomes jusqu'à cette limite-là, parce qu'avant, c'est trop chaud, les atomes sont cassés, ils sont détruits, ils perdent leurs électrons. Là, c'est la naissance du premier atome. Avec la naissance du premier atome, comme l'électron est piégé par le proton, la lumière, du coup, elle passe. L'univers devient transparent. En gros, le mur qui nous empêchait de voir, avec la naissance des atomes, il va devenir un gruyère. Il va y avoir des trous dedans. Et la lumière va passer. Et donc là, je vais pouvoir regarder dans le trou et je vais voir qui est derrière. Ça, le moment où l'univers commence à avoir des trous, c'est là. Et donc ça, c'est le gruyère. Et ce gruyère-là, c'est le moment où l'univers va devenir progressivement transparent, puis les trous vont gonfler, puis ils vont finir par être un énorme gros trou. Et donc ça, on peut dire que ce moment de la naissance du premier atome, c'est un bébé qui naît. Donc la lumière peut circuler, donc il ouvre les yeux, il est à l'extérieur, il voit le monde, il y a de la lumière, etc. Son premier cri, c'est cette lumière qui va partir comme ça, c'est son premier cri, qui vient du son primordial, mais il ne sait pas parler. Il n'a pas encore les mots pour s'exprimer. Et donc c'est le premier âge de l'univers, c'est l'âge sombre. C'est cette période qui va précéder la naissance de la première étoile, qui va précéder l'aube de l'univers qui nous intéresse aujourd'hui. Et pendant cette période-là, il va se passer un truc. Il va y avoir des mariages d'atomes, et environ 100 millions d'années après le Big Bang, va naître la première molécule. C'est-à-dire que si vous regardez dans tout l'univers jusque-là, il y a des molécules. Mais avant, il n'y a pas de molécules. Et donc, vous avez un univers de la complexité qui va être là à partir de 100 millions d'années après le Big Bang. Vous avez une sphère de la complexité qui a une limite au-delà de laquelle il n'y en a plus. Tout est trop simple. Les molécules vont grandir, et ce qu'elles vont faire elles-mêmes, c'est qu'elles vont se cogner les unes les autres, elles vont vibrer, elles vont faire de la lumière, elles vont permettre à la matière de perdre de la vitesse, de l'énergie, grâce aux collisions des molécules. Et c'est ces molécules, les molécules de dihydrogène, donc 2 hydrogènes, c'est elles qui vont donner naissance à la première étoile. Et donc, la première étoile va naître ici, peut-être 200 millions d'années après le Big Bang, on ne sait pas trop. C'est la première étoile, on ne sait pas combien elle pèse.
Peut-être qu'elle pèse 100 fois la masse du Soleil, peut-être qu'elle pèse 500 fois la masse du Soleil, peut-être qu'elle pèse 100 000 fois la taille du Soleil, on ne sait pas. On pense qu'elle est très grosse. La première étoile, on pense qu'elle est très massive. Parce que c'est le moment où il n'y a pas encore beaucoup de... il est difficile à la matière de faire des étoiles. Elle est encore trop peu dense, etc. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour fabriquer une étoile, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de matière, beaucoup de masse. Et donc, on pense que la première étoile, et puis celles qui vont aller avec elle, sont des gros machins, des très, très grosses étoiles. À partir de là, vont suivre des naissances de galaxies, d'étoiles, de floraisons d'étoiles, une période d'adolescence où l'univers est insouciant. Et là, il consomme. Il est dans l'ère de la consommation, à fond la caisse, allez hop, dès qu'il y a des atomes, il les transforme en étoiles tant qu'il peut. Et puis progressivement, il va vieillir. Et on ne vous l'avait pas dit, mais depuis à peu près 8 milliards d'années, il y a une pandémie dans le cosmos. Les galaxies meurent les unes après les autres. Je suis désolé, ça meurt. Et on ne sait pas pourquoi. Et là depuis quelques milliards d'années, il y a de plus en plus de galaxies qui ne forment plus d'étoiles. Elles sont devenues stériles. Vous savez que l'humanité aussi devient stérile. Les spermatozoïdes sont beaucoup moins efficaces, ils vont moins vite. Alors, un truc qui est le pire pour la fécondité de l'humanité, c'est la lecture, ou la connaissance. Plus les gens sont intelligents, plus ils connaissent de choses, moins ils veulent faire de bébés. Et le fait est que l'univers, là, pour une raison qui est assez mystérieuse, il est en train de vivre une phase qui ressemble beaucoup à celle d'un être humain. Et alors ça va plus loin, parce qu'en fait, si vous comparez l'humanité avec l'ensemble des galaxies, les courbes se ressemblent précisément. Donc voici ici une courbe qui montre, ici c'est la population mondiale, et vous voyez que pour la première fois, les prédictions des Nations Unies prévoient une stabilisation de la population mondiale dans quelques décennies, autour de 10 milliards, et ensuite, les derniers modèles montrent que ça va décroître. Il y a eu un pic en 1963 de la fécondité, le nombre d'enfants par individu en moyenne dans le monde, et depuis 1963, ça chute. Donc les gens qui s'inquiètent par le fait qu'on est trop nombreux sur Terre, ne vous inquiétez pas, attendez un peu. Bientôt, l'inquiétude, ça va être qu'on est 12. Voilà, donc ça décroît. Et donc, mais le cosmos a vécu la même chose. Le métabolisme de l'univers, qui est le rythme auquel il donne naissance à des étoiles, a augmenté depuis le Big Bang. Il n'a cessé d'augmenter. On a atteint une phase où il naissait 100 000 étoiles par seconde dans l'univers observable, c'est-à-dire à l'intérieur de cette sphère qu'on peut voir depuis la première étoile. Et puis, depuis, ça n'a cessé de chuter. Maintenant, on est à 10 000 étoiles par seconde et ça continue de diminuer. Et c'est une des grandes questions. Pourquoi l'univers vieillit? Pourquoi il ne forme plus beaucoup d'étoiles? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on se demande s'il y a un lien entre l'aube de l'univers, c'est-à-dire ce qui va engendrer la première étoile, et puis ce qui se passe aujourd'hui, où on se dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche plus? Et donc la clé, c'est quelle est le secret de la fertilité de l'univers? Qu'est-ce qui fait que l'univers engendre des étoiles? Quelle est la clé du métabolisme de l'univers? Et il y a eu une découverte qui a été faite récemment, à laquelle je vais arriver, sur l'origine. Alors je dis métabolisme, c'est un mot un peu qui rappelle bien sûr l'humain, mais en fait c'est le rythme de naissance d'étoiles, c'est son rythme de conversion du gaz en étoile. Et il y a une découverte qui a été faite qui montre à quel point ça nous parle, vous allez voir. Alors, là, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre le lancement du télescope spatial James Webb, qui a été lancé le 25 décembre 2022. Allumage des EAP, décollage. Lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, le télescope spatial James Webb a été conçu pour répondre aux grandes questions de l'astrophysique, comme la formation dans l'univers des premières galaxies et de leurs premières étoiles, des planètes et des exoplanètes, ou la composition des atmosphères de planètes extrasolaires. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6,60 m est une opération délicate et inédite. Son immense écran solaire composé de 5 couches et de la taille d'un terrain de tennis
permet un refroidissement du télescope à environ 50 Kelvin. Au bout d'une croisière de 30 jours, Webb atteint son orbite autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Un environnement stable et froid, des conditions nécessaires pour observer le rayonnement infrarouge avec une sensibilité sans précédent. Webb embarque une série de 4 instruments qui se situent derrière le miroir primaire. L'instrument MIRI est constitué d'une caméra et d'un spectromètre à intégrale de champ qui observe dans l'infrarouge moyen entre 5 et 28 micromètres. Le système optique de la caméra, conçu par les équipes françaises, contient 5 miroirs et une roue à filtre qui sélectionne le rayonnement infrarouge. Les images se forment sur un détecteur refroidi à une température de 7 Kelvin, soit moins 266 degrés Celsius. Alors, il se trouve que j'ai coupé le film juste après le fait qu'ils aient parlé de l'instrument français, c'est une coïncidence. Mais donc, sur ce satellite de 10 milliards de dollars, quand même, de la NASA avec collaboration de l'ESA, envoyé par la fusée Ariane avec une précision telle que son espérance de vie maintenant est passée à plus de 20 ans grâce à la précision du lancement d'Ariane. Il y a un instrument où la France est co-responsable, en particulier le CEA, et qui explore l'invisible. On va essayer de comprendre pourquoi il faut aller regarder l'invisible. Mais juste, je cite une phrase de Bill Nelson, justement que j'ai rencontré la semaine dernière, qui est l'administrateur de la NASA, et qui, d'ailleurs c'est rigolo, il était à l'ambassade de France, et il est arrivé, il a dit « On est libre grâce à vous, grâce à Lafayette ». Il était encore sur Lafayette, ils sont restés dessus, etc. Alors on se dit, bah oui, Lafayette, tout à fait, voilà. Donc maintenant, on peut participer au satellite, alors, du coup, grâce à Lafayette. Ça marche encore, Lafayette. Je ne sais pas jusqu'à quand on peut l'utiliser, mais il y a encore des piles. Par contre, l'ambassadeur de France, pardon, je ne devrais pas dire ça, parce que c'est filmé en plus, mais il a un accent à couper à la tronçonneuse, quoi. Alors en même temps, les Américains, ça leur plaît, je ne sais pas. Alors que lui, il est arrivé sans texte, sans rien, il n'a pas lu. Et donc il dit, si vous voulez aller sur Mars, il y a 80 à 90 points de panne unique. Ça veut dire que si jamais une de ces choses échoue, votre mission échoue. 90 raisons que la mission échoue. C'est beaucoup. Pour le James Webb, il y en a 344. C'est-à-dire que c'est la mission la plus ambitieuse que l'humanité n'ait jamais lancée dans l'espace et qui est plus ambitieuse que d'aller sur Mars. Donc c'est du lourd. C'est-à-dire que quand le satellite est tombé en marche, on a été surpris. On a tout fait pour que ça marche, mais normalement, sur 344, vous allez avoir un problème. Et puis vous allez essayer de le corriger. Et en fait, il marche mieux que prévu. C'est extraordinaire. Et c'est la preuve que les humains sont capables de travailler en se serrant la main, dans toutes les nations ensemble, malgré les différences de langue, de culture, etc., pour faire un truc qui fonctionne. C'est ça, au-delà de la capacité de comprendre l'univers, je trouve que c'est un message qui donne un peu d'espoir dans ces temps où on en a besoin. Qu'est-ce que je viens de faire ? Voilà. Donc là, en ce moment, il y a 3 satellites qui sont par là-bas. Il y a le satellite James Webb, il y a le satellite Euclid qui a été lancé le 1er juillet 2023, et le satellite Gaia. Ces deux-là sont des satellites européens. Et tout ça, c'est pour explorer l'univers. Alors, 2 mots sur l'univers invisible. Qu'est-ce qu'on y voit ? Première chose, vous voyez ici ce qu'on appelle du harcèlement galactique, c'est-à-dire que lorsqu'une galaxie arrive comme ça, au milieu des autres galaxies, elle se fait déchiqueter. Et il y a une partie de sa matière qui est éjectée là, ça fait cette tête d'hippocampe, là, ça fait un hippocampe. Si vous regardez bien, c'est un hippocampe. Et cette matière-là, qui a été extraite de la galaxie, elle est en train de donner naissance à plein d'étoiles. Donc en fait, dans cette croisement, alors on parle de harcèlement galactique, c'est un terme scientifique qui est utilisé dans les articles, qui vient du fait que lorsqu'une galaxie en croise plein d'autres, par les effets de gravité qui sont plus ou moins forts à droite qu'à gauche, etc., ça la déchire, et, enfin, ça l'étire, et sa matière est éjectée, hein, comme ça. Et là, c'est de la matière qui est éjectée de la galaxie et qui engendre de nouvelles étoiles. Et si vous regardez maintenant avec la caméra française, enfin, dont la France a joué un rôle de co-responsable, de cette même région, vous voyez des très belles couleurs, vous voyez mieux d'ailleurs l'hippocampe. Et ici, ce qui ressemble à une étoile, c'est un trou noir en train de manger de la matière, qui est en train de chauffer comme elle tombe dans le trou noir. Et il est tellement brillant qu'on dirait une étoile qui chauffe la poussière interstellaire autour de lui. Donc ça, c'est une image. Maintenant, si on plonge dans une galaxie, prenons cette galaxie spirale qu'on appelle la galaxie du fantôme, parce que sa lumière est diffuse, un peu comme un fantôme, c'est Messier 74. Si vous la regardez avec la caméra infrarouge MIRI, dont on a parlé tout à l'heure, la voilà. Et là, ce que vous voyez, ce sont des régions
où naissent des molécules complexes. Cette lumière que vous voyez ici ne vient pas d'étoiles. D'habitude, quand on voit la lumière d'une galaxie, comme là, ce qu'on voit, c'est des étoiles qui font de la lumière. Ici, c'est la lumière des molécules complexes qui sont chauffées par les étoiles, qui vibrent et qui rayonnent de la lumière. Et ce sont des molécules qui contiennent des centaines, voire des milliers d'atomes ensemble. En d'autres termes, si vous cherchiez les germes du vivant, des molécules complexes dans l'univers, ce sont ces molécules dont la signature est reconnaissable entre toutes parce qu'elles rayonnent à des fréquences très précises, à des longueurs d'onde très précises, 6,3 micromètres, 7,7 micromètres, 11,3 micromètres, 12,7 micromètres. On verra après la révision. Et nous, on sait parce qu'on les connaît par leur carte d'identité. Et donc, quand on met un filtre qui ne voit que la longueur d'onde, 7,7 micromètres, on sait que c'est elle qui vibre la molécule. C'est une liaison entre les deux atomes de carbone dans une molécule complexe qui vibre, qui fait cette lumière. Et quand on la cartographie dans la galaxie, on sait où sont les lieux où sont en train de naître des molécules complexes dans l'univers. Donc on est en train de voir émerger la complexité dans cette galaxie du fantôme. Et en même temps, c'est beau. Si maintenant on plonge dans la galaxie, ici, dans cette nébuleuse de la Tarentule, on voit naître, avec un zoom plus grand, les atomes, les molécules, et ces molécules complexes dont on voit une représentation ici, qui font ces différentes couleurs de cette pouponnière d'étoiles qui est située dans le grand nuage de Magellan où sont en train de naître des étoiles. Si on plonge encore plus, on voit ces fameux piliers de la création qui sont bien connus. Maintenant, on les trouve partout sur Internet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la densité d'atomes dans cette région-là est très très faible. Dans l'air qui est ici dans cette pièce, il y a 25 milliards d'atomes par centimètre cube. Eh bien, ici, dans l'ultravide, il y en a 2 millions. Et entre les étoiles, là où c'est le plus dense, il y en a 2000. Et dans l'espace interstellaire, il y en a 1. Et 1, même si on n'est pas très fort en maths, c'est moins que 25 milliards de milliards. Et 25 milliards de milliards, c'est l'espace invisible qui est entre vous et moi, c'est l'air qui est là. Je ne parle pas de nous. Ça, c'est 25 milliards de milliards. Et ces endroits les plus denses, là, c'est 2000. Donc ça veut dire que ce truc-là, ça mesure 30 000 milliards de kilomètres. Donc c'est très grand. C'est pour ça que ça nous paraît dense. Ça nous paraît comme une montagne, etc. En réalité, c'est tellement diffus qu'il faut prendre une très, très, très grande région et la ramener dans une petite image qu'on montre là pour donner l'impression que c'est dense. En réalité, ce n'est pas dense du tout. Et ces atomes, ces molécules sont engendrés dans les vents des étoiles qui perdent leur enveloppe, qui vont donner naissance à des atomes de plus en plus complexes, dont on voit ici la nébuleuse de la Lyre, avec cette partie périphérique d'une étoile qui forme des atomes dans ses couches superficielles, on appelle ça une structure en pelure d'oignon, et puis qui, lorsque ça chauffe au centre, elle les propulse, et puis elle ensemence l'espace autour d'elle par les atomes de plus en plus complexes. Donc l'infrarouge nous permet de voir dans l'invisible des structures sur lesquelles je ne rentre pas dans les détails ici, mais qui sont l'émergence de la complexité dans l'espace. Mais ça nous permet aussi, et c'est ça la mission initiale pour laquelle ça a été conçu, d'aller plonger jusqu'à l'aube de l'univers. Alors pourquoi on a besoin de l'infrarouge pour plonger jusqu'à l'aube de l'univers et voir des objets comme celui-ci, qui était avant le lancement du James Webb, la première galaxie de l'univers telle qu'on l'avait vue jusqu'à présent, qui remontait à environ 400 millions d'années après le Big Bang, et qui ressemble à un fœtus. Alors, si vous regardez dans l'univers une galaxie qui il y a 13,45 milliards d'années, était un bébé galaxie toute chaude, qui vient de naître et toute chaude, et elle rayonne dans l'ultraviolet. Donc c'est vraiment les étoiles qui viennent de naître qui rayonnent dans l'ultraviolet. Elle émet sa lumière, mais nous, on est là. Donc on ne reçoit pas tout de suite la lumière, parce qu'il faut du temps pour que la lumière arrive. Ça, c'était il y a 13,45 milliards d'années. Bon. Mais pendant que la lumière voyage jusqu'à nous, cette lumière, elle devient verte, alors qu'elle était bleue. Pourquoi ? Parce que l'univers s'étend. Et comme l'espace s'étend, ça augmente la taille de l'onde. Ça la dilate. Et ça la rend de moins en moins bleue, de plus en plus rouge. Et donc, cette galaxie-là, elle est là, la lumière, elle ne nous est pas encore arrivée. Dans l'espace, je l'ai arrêtée en plein vol, et on est à 11 milliards d'années dans le passé. Du fait de l'expansion de l'univers, on bouge, nous. Et elle aussi, on s'éloigne l'une de l'autre. Mais elle, pendant que la lumière voyage, elle grandit. C'est plus un fœtus,
c'est une galaxie qui commence à prendre forme. Et puis, le temps passant, la lumière devient jaune et la galaxie prend forme de plus en plus jusqu'à aujourd'hui où on la reçoit dans l'infrarouge. C'est-à-dire que si on ne regardait pas dans l'infrarouge, on ne la verrait pas. Et elle, maintenant, elle a la forme peut-être de la Voie lactée. Et donc, quand on la regarde, on se dit, qu'est-ce que c'est que dans cette direction-là, ce truc-là ? Ce truc-là, en fait, ce n'est pas ce qu'elle est au présent, puisque c'est au-delà de la sphère du présent. On ne voit que le passé, on est dans la sphère du passé. Ce truc-là, maintenant, en fait, qui était bleu, il nous apparaît comme rouge. Et donc, par contre, si on n'avait pas la capacité de regarder dans l'infrarouge, eh bien, on pourrait, comme la lumière de la galaxie a été dilatée dans l'infrarouge, on ne la verrait pas. Et donc, on savait depuis toujours qu'il fallait regarder dans l'infrarouge, et on a demandé à l'un des plus grands astronomes connus, Joe Biden, qu'est-ce qu'il en pense ? Et il a dit, pour moi, l'univers, c'est comme un livre dont toutes les pages sont regroupées en une seule et toutes les lettres sont écrites sur une seule page. C'est cette image qu'on va essayer de décoder en replaçant les lettres sur chacune des pages pour vous raconter l'histoire de l'univers avec mes collègues. Alors, qu'est-ce qu'il a vu, Joe Biden ? Il a vu des petits points rouges. J'étais à une conférence il y a 3 semaines où tout le monde parle. Maintenant, on les appelle... Alors, je réalise en français, ça fait... Parce qu'en anglais, ça fait un peu... Mais en français, ça fait les petits points rouges. Il y a un problème d'imagination quand même. Mais alors, en anglais, on appelle ça les LRD, les Little Red Dots. En fait, c'est les petits points rouges, en fait. Et donc, on a vu beaucoup de petits points rouges. Et tout le monde se demande... on se pose une question technique sur ça, mais c'est quoi ces petits points rouges, en fait, voilà. Et donc, il y a des conférences entières sur mais c'est quoi ces LRD et ces petits points rouges. Et alors, le petit point rouge qui est ici, là, c'est la première galaxie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un tout petit point rouge. Elle remonte à 320 millions d'années après le Big Bang, et on estime qu'elle a un âge de 70 millions d'années, donc elle remonte à 250 millions d'années après le Big Bang. Donc ça veut dire que la première galaxie est au moins née 250 millions d'années après le Big Bang, peut-être un peu plus tôt. Ça, c'est la limite actuelle du premier matin du monde, de l'horizon de l'aube de l'univers. C'est un objet comme ça qui a dû être, enfin, avec les connaissances de là, après je vais revenir sur ça, mais qui est un des premiers soleils qui s'est levé, un ensemble de soleils, un des premiers matins du monde. Le problème, c'est que on s'est rendu compte que des petits points rouges comme ça, on en débat aujourd'hui parce qu'il y en a une ribambelle, il y en a beaucoup trop. Et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on attendait. C'est-à-dire que vous connaissez l'univers de là, et vous voyez, il y a 12 galaxies, vous allez là, vous en voyez un certain nombre, elles étaient plus petites, etc., puisqu'elles n'avaient pas encore grandi, vous allez là, c'est un peu les ancêtres, vous remontez donc c'est un peu comme si vous remontiez les ancêtres du cheval, etc., ou du chimpanzé, etc., et puis vous avancez, puis vous trouvez un petit poisson, etc., puis après vous arrivez, c'est un dinosaure. C'est pas possible. C'est pas possible, ce truc-là, il ne peut pas donner un chimpanzé. Un diplodocus, et après, non, il y a eu une extinction massive, en fait, c'est pas lui, faut le virer, lui. Mais là, on a le problème qu'on n'a pas trouvé l'extinction massive. Donc, comme on n'a pas de source d'extinction massive, ces trucs-là, qui sont un peu comme des dinosaures, mais, enfin, des trucs super compacts, super concentrés, qui font beaucoup de lumière, etc., pour nous, c'est comme des dinosaures, mais on ne sait pas quoi en faire. Et donc ça, c'est un des problèmes de ce que je vais appeler les 5 surprises du télescope spatial James Webb auxquelles on a été confronté en explorant l'aube de l'univers. La première de ces 5 surprises, c'est donc que ces galaxies sont trop nombreuses, à tel point que les gens se sont dit, eh bien, si on voit que l'univers a eu le temps de faire trop de galaxies en si peu de temps, c'est peut-être parce qu'on se trompe sur l'âge de l'univers et qu'en réalité, l'univers a eu plus de temps. Et là, les gens se sont lâchés. Ils ont dit, il n'y a pas eu de Big Bang, l'univers est plus vieux que ce qu'on pense, etc. Ça a fait la une de tous les journaux. Et ils ont appelé ça les galaxies impossibles, etc. Et donc, c'est la panique. C'est la panique. Un scientifique américain a fait une petite vidéo. En un jour, il a eu 1 million de vues. Et je n'ai pas regardé depuis sa vidéo. Et en disant, pour moi, il n'y a pas eu de Big Bang. Donc, c'est-à-dire qu'en fait,
les gens ont tiré des conclusions très rapides dès les premières observations parce qu'ils avaient peur qu'un autre le dise. Donc c'était à qui va dire en premier le truc. Et le constat que je faisais tout à l'heure avec un collègue américain avec qui on travaillait tout à l'heure ensemble sur les données du James Webb, je disais, tu vois, aujourd'hui, 1 an et demi après qu'on ait reçu les données, on est dans une version préliminaire d'un début d'analyse. Il y a 1 an et demi, on était dans une version finale, mature, où on avait tout compris. Il y a un problème. On a complètement inversé les trucs. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont tiré des conclusions hâtives parce qu'ils voulaient être les premiers à dire « voilà ». Et voilà. Alors qu'en fait, ce qui est très difficile, et là j'en arrive à justifier ma première phrase du début, c'est d'accepter les questions. C'est-à-dire qu'on a envie de dormir, et donc on veut des réponses. Et accepter que ces trucs-là, on ne sait pas pourquoi ils sont là, comment ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et de poser la question et de vivre avec, de se lever le matin, de prendre sa douche avec, de prendre son petit déjeuner avec, de prendre le métro avec, d'aller chez... Et qu'elle reste tout le temps. Cette tension-là, on n'aime pas les tensions. On aime Google qui dit « voici 5 réponses possibles à votre question, elles sont toutes bonnes ». Même si ce n'est pas en accord, on s'en fout. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Mais vivre avec une question, c'est insupportable, même pour mes collègues scientifiques. Ils ne supportent pas. Pas tous, hein, alors qu'en fait, là, on est confronté à un problème auquel on n'a pas la réponse. Alors, le problème, c'est qu'il y en a 5 problèmes. 1, les galaxies semblent s'être formées trop vite, trop tôt, comme si l'univers avait donné plus de temps. 2, elles sont super compactes, toutes petites, toutes compactes. On ne connaît pas de mécanisme physique qui sait mettre 1 milliard d'étoiles dans une toute petite zone, alors qu'on est au tout début de l'histoire de l'univers. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas. On n'avait pas prévu ça. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment elles vont devenir après, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas des trucs comme ça. Vous voyagez dans l'univers, vous ne les voyez pas. Donc, où elles sont maintenant? Les dinosaures, on sait, il y a eu l'extinction massive, il y a 65 millions d'années, il y a eu une météorite, ils sont morts. Ils ont été chauffés, brûlés, machin. On peut expliquer ça. Et puis, à 252 millions d'années, il y a eu les volcans, etc. L'extinction massive, on connaît. Mais dans l'univers, vous ne faites pas une extinction massive quand même, c'est mal poli, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas, avec une météorite, éteindre les galaxies. Ça n'existe pas, un truc comme ça. Elles sont à des milliards d'années-lumière les unes des autres. Qui est-ce qui peut faire un truc pareil? On ne sait pas faire ça. Je regarde, parce que peut-être qu'il y en a un qui va me dire, moi je sais. Donc je sais. Mais, parce que par email, je les reçois par contre. Vous avez dit que vous ne saviez pas? Je sais. Permettez-moi de vous expliquer en toute honnêteté et en toute humilité. Voici la réponse aux questions que vous posez. J'ai la réponse depuis un certain temps. Je ne peux pas le démontrer mathématiquement, mais je suis certain que j'ai raison. En toute humilité. Je reçois ça 1 par jour. Et je ne reçois pas, très rarement, quelqu'un qui me dit « j'ai une question ». Pourriez-vous me répondre à une question? Mais une question normale. Pas « comment se fait-il que je sache tout ?» Ça, ce n'est pas une question. Comment se fait-il que j'ai eu un matin une idée qui est la meilleure idée du monde, qui explique toutes vos questions? Non, ça, ce n'est pas une question. Une question, c'est « je ne sais pas ». Est-ce que vous savez? Des fois, je ne sais pas, des fois, je sais, etc. Vous dites qu'il y a des grosses molécules, mais attendez, les molécules, c'est comment vous les avez fait? Dites-moi un truc, une question. Pas à chaque fois que quelqu'un vient me voir. La plupart du temps, j'ai une question, je commence à donner une réponse, il n'écoute pas. Il me dit, maintenant, je vais vous dire ma théorie. Vous ne pouvez pas savoir. Une fois, j'ai même eu un prof de lycée qui me dit, voilà, je voudrais faire des applications mathématiques avec de la physique. Pourriez-vous m'envoyer des exemples? Je bosse pendant une semaine, enfin, pas une semaine, j'exagère, mais enfin, je bosse quand même un certain temps pour lui donner des cas concrets, etc. Je lui envoie ça. Il me dit, merci, maintenant, je vais vous donner ma théorie. C'en était un. Je n'avais pas vu venir. Il m'a attrapé par les sentiments. Il me dit, voilà, vous pouvez... J'en étais un. Ensuite, on a fait un spectre, on a décomposé la lumière de ce bébé galaxie. Et là, on a trouvé ça, c'est quand il y a un peu plus de lumière émise que là. Vous voyez, c'est plus haut, il y en a plus. Et quand vous regardez, donc c'est à des longueurs d'onde précises, à des fréquences précises. Alors c'est un peu comme les molécules, mais là, cette fois, c'est des atomes qui ont perdu un électron, qui sont ionisés, mais comme ils en ont plein, il leur en reste. Et puis quand les électrons bougent, ils sautent d'énergie, ils changent d'énergie, ils rayonnent à une certaine longueur d'onde. Et donc on les reconnaît, du carbone, l'azote, etc. Sauf que ceux qui sont en rouge, il n'y a aucun moyen de les exciter
avec la lumière d'une étoile. Avec quelques milliers de degrés à la surface d'une étoile, c'est chaud, mais ça ne suffit pas. Il faut des centaines de milliers, il faut des millions de degrés, il faut de l'énergie monstrueuse. Et les étoiles ne peuvent pas faire ça. La seule chose, il n'y a que 2 sources de lumière dans l'univers. Il y a la nucléosynthèse, c'est-à-dire la formation, les fusions nucléaires dans le cœur des étoiles, c'est la lumière des étoiles, et il y a l'accrétion, la matière qui tombe dans un trou noir. Et quand la matière tombe dans un trou noir, toute l'énergie qu'elle avait est libérée sous la forme de lumière. Et ça, c'est des millions de degrés, il n'y a pas de limite. Et donc, vu que ce n'est pas les étoiles, c'est le trou noir. Sauf que ce type-là, c'est quasiment la première galaxie de l'univers. Et elle est habitée par un gros trou noir qui a déjà des millions de masses solaires, qui est déjà là. Et là, les gens ils disent vous êtes chiant, on avait déjà 2 problèmes. Il y a beaucoup de galaxies des petites, maintenant il y a des trous noirs. On avait demandé des questions, mais pas à ce point-là, quoi. Et là ben voilà. J'ai rien à dire, il est là. Et donc là, la question, c'est le 3e problème, c'est il y a des trous noirs qui sont formés trop tôt. Ils sont trop massifs, trop tôt, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, le problème, c'est que on était venu avec une question. Qui est arrivé en premier, qui a provoqué l'aube de l'univers, la naissance, le premier matin du monde, ce moment où le soleil se lève et change tout, le moment qui différencie la nuit, l'âge sombre, du jour, à l'échelle cosmique. On s'est dit, est-ce que c'est une grosse étoile, on ne connaît pas sa masse, ou est-ce que c'est une galaxie? Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre, ou quoi, là? C'est un trou noir. Mais il n'était pas là, lui, au début. Et donc maintenant, ce qui est en train d'émerger, c'est que la première chose qui est née, ça sera un gros trou noir, qui va être le noyau d'une galaxie. Mais comment il est né? Parce que déjà, on avait du mal à faire la première étoile. Et maintenant, vous faites un gros trou noir d'un coup. On appelle ça des direct collapse black holes. Alors j'ai mes amis théoriciens qui me disent « Mais nous, on savait qu'il devait exister. Pourquoi? Parce qu'il en faut pour... etc. Donc c'est pas surprenant. » Je leur dis « Mais est-ce que vous savez les faire ?»« Ah ben non. »« Est-ce qu'il y a un modèle pour les faire ?»« Non, non, non. » Bah, donc c'est un problème. Bah ouais. Bah ouais. Donc en fait, l'univers est encore plus mystérieux depuis qu'on en sait plus. Alors vous allez me dire, vous auriez dépensé moins que 10 milliards, vous auriez moins de problèmes. Ce qui n'est pas faux. Surprise numéro 4, on voit au tout début de l'histoire de l'univers une galaxie qui est déjà morte. Je vous ai dit, oh, les galaxies, elles deviennent vieilles depuis quelques milliards d'années, l'univers vieillit, etc. Mais alors elle n'a pas attendu, elle est déjà morte, elle est déjà vieille, elle a déjà forme plus d'étoiles, elle est déjà stérile. Mais qui c'est qui l'a tuée, celle-là? Donc là, les gens se disent, il y a un truc qui l'a tuée. Alors bien sûr, ils accusent le trou noir, mais ça, c'est pas correct, parce que le trou noir était déjà là dès le début. Et, donc, et c'est lui qui voit les étoiles naître. Donc moi, je suis contre. J'ai des collègues qui sont pour, moi je suis contre. J'adore les trous noirs, je ne suis pas d'accord. Donc ça, c'est le 4e problème. Pourquoi? 5e problème, alors avec le Hubble, quand vous regardez une galaxie très lointaine, vous voyez qu'une grosse étoile de temps en temps qui fait beaucoup de lumière dans l'ultraviolet et qui vous arrive dans le domaine du visible. Mais avec James Webb, vous voyez toutes les petites étoiles dont la lumière vous arrive dans l'invisible. Donc, en fait, vous pouvez distinguer la forme des galaxies. En gros, vous pouvez distinguer si c'est un écureuil ou un éléphant. Avec Hubble, on pouvait savoir s'il y avait un truc. Mais on ne pouvait pas savoir si c'était un écureuil ou un éléphant. Avec le James Webb, on voit ça. Je vous donne un exemple. Voici un exemple d'un truc qu'on voyait avec le Hubble. Puis quand on regarde avec le James Webb, bon, c'est une galaxie très lointaine, donc ce n'est pas très net, hein, mais c'est pour vous montrer un cas extrême. On commence à voir qu'il y a un noyau, qu'il y a un disque, et en fait, on est en train de voir qu'il y a une forme là qui ressemble à une galaxie spirale qui était déjà en place au tout début de l'histoire de l'univers. Sauf qu'on pensait que les galaxies spirales, elles naissaient très récemment, parce que c'est quelque chose de fragile, c'est comme une assiette de porcelaine. Or, les galaxies, elles se croisent, etc. Donc c'est comme si vous mettiez une assiette de porcelaine au milieu d'un champ sur lequel il y a 15 éléphants, et vous la laissez pendant 100 ans. Elle va la retrouver en miettes. Et ben, c'est une assiette de porcelaine qui est pendant des milliards d'années dans l'univers et elle va survivre. Et là, les gens se disent, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le nouveau mystère. Comment on voit des assiettes de porcelaine qui sont nées très tôt et qui survivent? Des galaxies fragiles, spirales, avec cette structure très fine. C'est le 5e mystère. Alors, ce qui est magnifique, c'est que, maintenant, j'en arrive à la dernière partie, c'est qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, il se trouve que nous, on avait fait une découverte, c'est que les galaxies donnent naissance à leurs étoiles avec un rythme universel. C'est une chose qu'on a découverte dans nos travaux. Et la seule façon d'expliquer que ce rythme soit universel, c'est comme un peu le métabolisme.
notre métabolisme fait qu'on a tous une même température qui fait qu'on est vivant, et il y a des phénomènes de régulation de la température qui vont faire qu'on va évacuer la chaleur pour ne pas être trop chaud, etc. Et on va manger pour ne pas être trop froid. Et les galaxies, est-ce qu'elles mangent pour ne pas être trop froides? Eh bien, on pense que oui. Et en fait, on pense que le fait qu'elles tournent, c'est à l'origine du mécanisme de régulation de leur métabolisme de naissance d'étoiles. Là, si vous voyez ici, vous avez une vague qui se déplace dans la galaxie. On pense que le disque d'une galaxie, c'est un peu comme un océan dans lequel des ondes se déplacent comme des vagues et qui donnent naissance aux étoiles. Et ce rythme-là de la vague qui passe, c'est ça la source du métabolisme universel des galaxies qui donne naissance à leurs étoiles. Mais nous, quand on a découvert que les galaxies avaient un métabolisme universel, on était bien embêtés quand on nous disait « bah oui, mais ce mécanisme ici, il est très fragile, il ne pouvait pas exister dans le passé puisque les galaxies sont comme des assiettes de porcelaine qui vont casser. » Et nous, on avait besoin de ce mécanisme pour expliquer cette universalité. Et maintenant qu'on les voit partout, on se dit bah alors c'était ça, c'est bien ça, c'est un peu... Et donc ça engendre dans les vagues des nuages moléculaires qui sont ces nuages où il y a ces molécules complexes que j'ai montré au début, et ça fait ces phénomènes-là, la bioluminescence que vous voyez dans cette vague, c'est une façon de mesurer la vitalité de l'océan parce que ce sont des molécules, ce sont des micro-organismes complexes qui sont à l'origine de cette bioluminescence, qui montrent qu'il y a une grande vitalité de l'eau ici, de l'océan. Et bien de la même manière, les molécules complexes qu'on voyait dans cette belle galaxie du fantôme que je vous ai montré tout à l'heure, ça montre la belle vitalité de l'océan galactique qui est le disque dans lequel naissent les étoiles. Ce type d'image-là que je vous remontre ici avec ces zones où on voit naître les molécules complexes. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Dans l'univers, il y a des galaxies qu'on pensait être isolées les unes des autres. Certaines vivent dans des villages, d'autres dans des mégalopoles, des grandes villes qu'on appelle les amas de galaxies. Et enfin d'autres sont dans des autoroutes qui relient, ça c'est une simulation à l'ordinateur, qui relie les grandes villes. Et donc cette structure-là de l'univers, c'est comme ça que sont distribués les habitants de l'univers que sont les galaxies. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? C'est de l'astrophysique, ça, ou quoi? Eh bien, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. On pense que cette mer, cet océan qu'est la galaxie qui tourne avec ses vagues, son métabolisme qui est régulé par de la nourriture qui lui arrive par ses filaments, qui la nourrissent, donc qui lui apportent des réserves comme nous quand on mange, mais qui en même temps, de par le fait que ça tombe dedans, ça fait comme un moulin, et ça la fait tourner. Et du fait que ça la fait tourner, ça évite que ça tombe trop vite vers le centre, et donc ça crée des vagues qui régulent le métabolisme de la galaxie, le rythme des naissances d'étoiles. Et donc on se rend compte que contrairement à ce qu'on pensait, les galaxies, les cellules de l'univers, ne sont pas séparées les unes les autres, elles sont interconnectées. C'est ça qu'indique la présence de ces disques qui sont nourris en permanence. C'est un peu comme les cellules du cerveau, les neurones, qui se trouvent dans le cortex, dans la matière grise, et qui sont interconnectés par la matière blanche qui sont le lieu des axones. Et donc, en fait, on peut dire que ce qu'on est en train d'étudier, c'est de la matière blanche qui interconnecte les galaxies. Or, cette matière blanche, c'est 90% des atomes de l'univers. Le premier atome de l'univers est né il y a 380 000 ans. Depuis, l'univers il est rempli d'atomes, et seuls 10% des atomes sont dans les galaxies. 90% sont dans cette espèce de matière blanche qui sont, ici, ce sont des neurones interconnectés par les axones. Ici, ce sont les galaxies qui sont comme des cellules interconnectées par ces filaments. Et alors là, on se dit, c'est intéressant parce que si on prend en compte maintenant cette multiconnexion des galaxies, alors là, ça peut permettre de répondre à nos questions. Ce n'est pas la réponse qui va clore le débat, c'est une piste. Cette piste nous dit quoi? Elle nous dit qu'au tout début de l'histoire de l'univers, l'apport de cette matière par ces filaments peut concentrer les galaxies, les rendre plus efficaces à former des étoiles. Du fait qu'elles se concentrent, eh bien, ça fait des galaxies très comprimées. Ce n'est pas simplement la gravité qui agit, mais c'est l'apport de matière qui va vers le centre de la galaxie qui apporte la nourriture qui va faire de nouvelles étoiles. Cette convergence de matière vers le centre qui fait que c'est très concentré, naturellement va former plus efficacement un gros trou noir,
puisque la matière est très concentrée. Si maintenant vous avez une galaxie qui se trouve dans un endroit où il y a d'autres galaxies à côté, dans la promiscuité, à ce moment-là, ce qui se passe, et c'est ce que montrent nos simulations à l'ordinateur, c'est qu'elle ne peut plus recevoir de matière ici parce que les autres qui passent la coupent. Et si vous la coupez du flux, elle ne forme plus d'étoiles. Et en fait, effectivement, le calcul montre en disant à peu près 100 millions d'années, elle épuise toutes les réserves qu'elle a dedans et elle meurt. Donc c'est comme si ces galaxies, elles meurent parce qu'elles sont asphyxiées. Elles ne reçoivent plus d'air. Et donc, le problème qu'on avait de se dire pourquoi y a-t-il une galaxie qui est morte très tôt, on sait l'expliquer parce qu'en fait, si elle ne respire pas, elle ne vit pas. Si elle n'a pas de matière, et en fait, dans des régions un peu trop denses, elle est coupée. Et enfin, ces flux permettent de faire tourner les galaxies. Donc en fait, dans l'univers, il y a une interconnexion qui crée une régulation du métabolisme, un rythme universel. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps que ça nourrit, ça les fait tourner et ça crée une sorte de rythme posé qui évite la surconsommation. Et là, donc, je ne peux pas m'empêcher de revenir à mon image du début, qui est l'analogie entre l'univers peuplé de galaxies et la Terre peuplée d'humains. Parce qu'au moment où on est en train de faire les découvertes qui nous montrent que tout est interconnecté dans l'univers, qu'on est tous nourris par quelque chose qui vient d'ailleurs et qui est à l'origine de cette régulation du rythme de formation d'étoiles des galaxies, nous, on est aussi tous interconnectés plus que jamais, mais on n'a pas su enclencher encore le rythme de régulation. Donc on est peut-être un peu dans la surconsommation de ce que certaines galaxies font et qui, lorsqu'elles épuisent leur réservoir, après elles deviennent stériles. Et donc l'humanité est confrontée à un problème qui rappelle un peu celui de l'univers. Et peut-être que donc cette analogie des deux courbes que je vous montrais tout à l'heure, de fertilité de l'humanité qui est piquée en 1963 et de fertilité de l'univers, a la même cause. C'est-à-dire qu'en fait, toute la clé est dans l'interconnexion. Aujourd'hui, on pense que l'univers, il y a une décroissance de la naissance d'étoiles et une stérilisation des galaxies parce qu'elles forment des grandes villes, il y a de la promiscuité, et dans ces régions de promiscuité, ça coupe les filaments, et elles ne sont plus nourries. Et elles ne forment plus d'étoiles, et elles ne dansent plus. Les galaxies qui sont devenues passives, elles ont un point commun, c'est qu'elles ne dansent plus. Elles sont devenues des galaxies qu'on appelle elliptiques. Nous, aujourd'hui, on est en train de vivre une ère de l'intercommunication, de l'interconnexion, qui est fondamentale à l'ère d'aujourd'hui, puisqu'on a des problèmes planétaires. Donc c'est bien qu'on puisse communiquer à l'échelle planétaire, mais j'ai l'espoir de me dire que finalement, la réponse à nos questions qu'on se pose aujourd'hui à l'échelle de l'humanité, elle est peut-être dans l'observation de la nature. Et l'univers, c'est la nature. Je ne dis pas ça pour que tout le monde finance l'astrophysique comme réponse à tous nos problèmes, même si c'est la réalité. Et que je ne dis pas à tous les jeunes qu'il n'y a qu'une seule voie dans la vie, qui est d'étudier l'univers. Je ne le dis pas. Mais quand même, il y a des indices qui parlent. Voilà, donc je conclurai là-dessus. Je pense que, plus que jamais, on a besoin d'intégrer les connaissances qu'on a sur l'univers dans une forme de récit qui va nourrir un questionnement qui nous aide à vivre. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle « Les 10 000 et une univers », qui fait référence au fait que dans les 1000 et une nuits, Scheherazade apporte toujours une nouvelle question qui donne envie au roi de se lever le lendemain matin, d'attendre le lendemain, etc. C'est ça qui est fondamental et c'est une histoire de récit. Aujourd'hui, la science a besoin de donner ça. Pourquoi ? Parce que si nous ne faisions que vous donner des faits, la galaxie la plus lointaine de l'univers, elle a un réticule de 13,2, elle a été vue par le consortium JADES, elle est née, on la voit 322 millions d'années après le Big Bang, point barre. Qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Si maintenant vous vous dites, il y a eu un premier matin du monde qui est à la suite d'une nuit, longue nuit primordiale, l'âge sombre, et que ce qui se passe ici, ça illustre le fait que dans l'univers, tout est interconnecté, qu'il y a une autorégulation, etc., et que ça nous ressemble, et que ça nous parle de nos origines, c'est important. C'est important, pas simplement parce que ça nous ressemble et qu'on est en train de récupérer l'histoire de l'univers, mais parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Ce qu'on dit de l'univers, c'est nous. Je vous ai fait croire depuis le début que je parlais de l'univers, je n'ai fait que parler de nous, et peut-être même un peu trop de moi. Voilà, merci.